L'histoire commence avec un garçon qui a passé 7 ans à s'entraîner pour devenir chasseur. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme il espérait. Ses efforts n'ont pas donné les résultats qu'il attendait. Il y avait de nombreuses raisons pour lesquelles il a échoué. L'examen de chasseur comprenait des tâches comme chasser des monstres à l'intérieur d'immenses donjons. Au premier stade, les personnes plus faibles ne pouvaient pas vaincre les monstres. Plus tard, ceux qui montaient de niveau et obtenaient un meilleur équipement éliminaient les monstres, mettant fin à l'examen. Pour ce garçon, même après avoir obtenu un bon équipement, son endurance s'épuisait. Il s'est effondré pendant l'examen. Fixant son téléphone, il se demandait si ce qui se passait était réel. Le superviseur des chasseurs s'est approché et a demandé franchement s'il avait déjà tué tous les monstres et s'il était simplement assis pour se reposer. Le garçon a dit qu'il avait déjà vaincu tous les monstres, mais l'homme lui a dit de retourner au point de départ et de remettre le butin. Le superviseur a froncé les sourcils et a dit qu'il espérait que le garçon ne pensait pas sérieusement à éviter la pratique en esquivant le raid du boss. Le garçon pensait que c'était une blague puisque seuls les riches étaient généralement invités. Pourtant, il s'est excusé et a dit qu'il le ferait. En partant, il a remarqué un groupe d'aventuriers. Ils se préparaient à entrer dans un portail. Quelqu'un a crié que c'était le futur haut classé, Lee Jong-ho. Kim Min-sok, un camarade de lycée, s'est approché avec une expression joyeuse et a demandé si Lee Jong-ho avait augmenté son niveau. Lee Jong-ho a demandé pourquoi les gens continuaient à l'appeler futur haut classé alors qu'il n'avait pas l'intention de viser cela. Il s'est aussi demandé pourquoi le groupe était composé de personnes de bas rang. Kim a expliqué que le superviseur avait envoyé un ordre d'urgence parce qu'il y avait un donjon de rang A. Cela laissait le donjon de rang D avec trop peu de personnes. Lee Jong-ho pourrait monter de niveau s'il battait le boss cette fois. Lee Jong-ho a demandé qui étaient les 2 autres membres, car pour battre le boss du donjon, ils auraient besoin de chasseurs de haut niveau. Lee Jong-ho a dit qu'ils auraient besoin d'au moins 2 chasseurs au-dessus du niveau 100 dans un groupe de 10 pour réussir. Lee Jong-ho s'est ensuite adressé à un homme au hasard, lui demandant s'il avait déjà essayé d'attraper un cycliste. L'homme a dit que c'était sa première fois et qu'il observait seulement. Pourtant, il faisait confiance à son épée. Quand Jian-woo a vérifié le statut du garçon, il a vu qu'il était le petit-fils du président de l'une des plus grandes entreprises moyennes de Corée. Le garçon était au niveau 55. Même avec un chasseur au-dessus du niveau 100, cela pourrait ne pas suffire. Alors ils ont aussi engagé un chasseur qui parcourait les donjons pour de l'argent. Ce chasseur était un superviseur de niveau 205, ce qui aurait dû suffire. Cependant, les boss ne pouvaient pas être gérés seuls. De petits groupes de monstres apparaissaient et changeaient constamment de cible. Si leur santé tombait à 30%, ils explosaient en 3 minutes. Cela signifiait qu'ils devaient les vaincre dans ce délai. Le superviseur a demandé s'ils avaient étudié le boss et leur a conseillé de tuer les boss aléatoires et d'attaquer de toute leur force avant qu'ils n'explosent. Lee Jong-ho a rapidement demandé que faire si leurs attaques n'étaient pas assez fortes. L'homme a dit qu'ils devraient courir vers le portail, mais que se battre jusqu'au bout pourrait être mieux même s'ils mouraient. S'il n'y avait plus de questions, ils devaient avancer immédiatement. Le protagoniste soupira, sachant qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Plus tard, un des garçons a mentionné que son niveau était un peu plus élevé que les autres. Il a demandé si Lee Jong-ho avait déjà vaincu un boss. Une autre personne a répondu que Lee Jong-ho avait tué un boss plus de 10 fois. Kim Min-sok a suggéré qu'ils restent ensemble, combinant leurs forces. Le garçon a accepté, et son ami a dit qu'il avait hâte de monter de niveau, suggérant d'aller boire un verre après. En même temps, Lee Jong-ho croyait que son ami voulait juste accéder à des donjons de niveau supérieur grâce à ce gars. Savoir que quelqu'un de riche facilitait l'entrée dans des donjons plus difficiles. Tous les 3 sont entrés dans le portail du donjon. Le gars souriait d'une manière qui montrait qu'il avait des intentions cachées. À l'intérieur du donjon, le boss est apparu immédiatement, invoquant ses soldats. Un autre groupe dans le combat a mentionné qu'ils étaient plus de 50 et qu'ils étaient plus forts que d'habitude. Sous la pression, Choi Jae-yong a demandé de l'aide. Le capitaine avait aussi besoin d'aide et leur a dit de s'occuper d'abord des petits groupes. Jong-ho a mentionné qu'il y avait beaucoup de squelettes et a demandé ce qu'il devait faire. Mais son ami est venu l'aider et lui a dit d'aller vaincre le boss pendant qu'il restait en arrière. Jong-ho ne voulait pas le laisser derrière, pensant qu'il pourrait mourir. Son ami lui a demandé d'attendre 1 minute et a suggéré d'aller aider le superviseur. Choi Jae-yong a alors appelé le protagoniste pour qu'il vienne avec lui. Les yeux de la créature ont commencé à briller. Jong-ho a demandé à Min-sok de tenir bon, disant qu'il finirait en 30 secondes. En regardant la créature, il a vu qu'elle était de niveau 122 avec seulement 27% de santé restante. Alors qu'il s'approchait, le capitaine a demandé pourquoi il était venu à ce moment précis et lui a ordonné d'attaquer. Quand les attaques n'ont pas fonctionné, Lee Jong-ho a suggéré qu'il se retire. Mais le capitaine a insisté sur le fait qu'il ne pouvait pas partir avant d'avoir tué cette créature. À ce moment-là, un squelette a essayé d'attaquer le garçon,
mais il a esquivé et a renversé le monstre. Le protagoniste a pensé que c'était fou parce qu'il avait failli mourir. Une foule de squelettes a commencé à se diriger vers le groupe. Il se demandait pourquoi tous les monstres se dirigeaient vers eux. Le capitaine a remarqué ses coéquipiers allongés, vaincus sur le sol. Puis il a ordonné aux autres de s'occuper des ennemis pendant qu'il quittait la salle du boss. Choi Jae-yong a été attaqué par un squelette. Le protagoniste l'a abattu immédiatement. Pendant que son capitaine partait, il a dit à Jae-yong de le suivre et d'aider à les protéger. Mais le portail de sortie était déjà entouré de monstres. Il ne restait plus que 19 secondes avant que le boss du donjon n'explose. Alors que Jong-ho courait, Jae-yong s'est excusé de ne pas avoir vaincu le boss. Lee Jong-ho a dit qu'ils en parleraient plus tard. Il ne restait plus que 6 secondes avant que le boss n'explose. Lorsque le groupe était presque arrivé au portail, Jae-yong donna soudain un coup de pied au protagoniste. Le garçon fut laissé à l'intérieur du donjon. L'explosion se produisit instantanément. À ce moment-là, des images de l'enfance de Lee Jong-ho apparurent dans son esprit. Il avait un jour dit à sa mère qu'il voulait devenir chasseur en grandissant. Il expliquait que c'était pour gagner beaucoup d'argent, aider ses frères et épouser quelqu'un de beau. Mais ses parents l'avaient regardé avec des visages inquiets, lui demandant pourquoi il mentait. Soudain, le protagoniste se réveilla, regardant autour de lui et se demandant pourquoi il était encore en vie. Puis il entendit quelqu'un appeler son nom, Lee Jong-ho. Son capitaine vit les objets que le boss avait laissés tomber et dit qu'il avait eu raison de ne pas s'échapper. En entendant la voix de Lee Jong-ho, le garçon se souvint qu'il avait été poussé. À ce moment-là, le donjon commença à s'effondrer. Le capitaine ordonna à tout le monde de saisir ce qu'il pouvait et de partir. Mais aucun d'eux ne savait que le protagoniste était encore en vie. Il criait et appelait à l'aide alors que le donjon s'effondrait autour de lui. Après un certain temps, Lee Jong-ho gisait enterré sous les décombres, se demandant où tout avait mal tourné. Il pensa qu'il n'aurait peut-être jamais dû entrer dans ce donjon. Mais maintenant, cela semblait inutile d'y penser, puisque rien ne pouvait être changé. Pourtant, il n'était pas encore prêt à abandonner. En regardant sa fenêtre de statue, Lee Jong-ho remarqua qu'il ne lui restait que 5 points de vie. Il sortit son téléphone et alluma sa lampe torche. En fouillant dans les débris, il sentit une brise. Au moment suivant, il aperçut un trou dans les décombres. D'une manière ou d'une autre, il réussit à ramper dehors. En regardant autour de lui, Lee Jong-ho vit un immense couloir qui n'avait rien à voir avec la salle du boss où il avait été auparavant. Soudain, un portail apparut devant lui. Il supposa que l'explosion précédente avait dû révéler un donjon caché. En s'approchant, il réalisa que c'était un donjon de rang SS, connu pour être le niveau de difficulté le plus élevé. Même les héros les plus forts évitaient généralement d'entrer dans de tels endroits. Sans beaucoup de choix, Lee Jong-ho commença à courir. Il ne voulait toujours pas mourir. Mais alors qu'il courait, le plafond au-dessus de lui commença à s'effondrer. Forcé de prendre une décision, il entra dans le portail. À l'intérieur, tout semblait étrange. Une épaisse brume entourait plusieurs pierres tombales. Puis, à travers la brume, une silhouette apparut. Lee Jong-ho devint nerveux, se demandant si c'était un monstre. Mais quand il vérifia, cette silhouette avait une fenêtre de statue, ce qui le soulagea un peu. Pensant que la personne avait déjà nettoyé le donjon, Lee Jong-ho s'approcha. Une lumière émanait de la silhouette. Le garçon demanda ce que l'homme faisait, car il restait complètement immobile. Soudain, l'homme se mit à crier à quel point il avait fourni d'efforts, ce qui laissa Lee Jong-ho perplexe. Il commença à se demander si c'était vraiment une personne ou peut-être un personnage programmé. Mais les PNJ n'existaient pas dans la vraie vie, alors il avait du mal à y croire. Chaque fois que Lee Jong-ho s'approchait, l'homme continuait à crier la même chose. Au bout d'un moment, l'homme perdit patience et dit à Lee Jong-ho d'arrêter. Il expliqua qu'il avait fait semblant d'agir comme un PNJ pendant longtemps, mais qu'il était resté coincé dans cette boucle. Regardant Lee Jong-ho attentivement, l'homme demanda comment quelqu'un de niveau 46 avait fini dans cet endroit. Lee Jong-ho répondit simplement que c'était arrivé par accident. Puis l'homme se présenta comme le gestionnaire de ce donjon, disant qu'il était une sorte de PNJ. Lee Jong-ho demanda où se trouvait la sortie. L'homme expliqua que la seule façon de partir était de terminer le donjon. Il dit à Lee Jong-ho de ne pas se décourager car ici, les niveaux de santé ne signifiaient rien. Même dans un donjon de rang S, la chance comptait plus que la force. Tout le monde ne pouvait pas entrer dans un tel endroit. Seulement ceux qui remplissaient certaines conditions. Ainsi, Lee Jong-ho était déjà considéré comme chanceux d'être là. Peut-être aurait-il même la chance de trouver un objet secret. Mais Lee Jong-ho ne pouvait pas y croire. Il n'était que niveau 46 et n'avait plus que 5 points de vie. L'homme dit que son temps était écoulé et dit à Lee Jong-ho de faire de son mieux et de ne pas abandonner. Puis, l'homme disparut. Juste après cela, une fenêtre de mission apparut, donnant à Lee Jong-ho une tâche. Il devait trouver une arme. En levant les yeux,
il remarqua quelque chose d'inhabituel. Soudain, de nombreux objets commencèrent à tomber du ciel. Puis, une ombre se profila au-dessus de Li Zhongho. Un taureau géant apparut juste devant lui. Le taureau géant projeta Li Zhongho sur le côté. En se relevant, il remarqua que la barre de statut du taureau affichait seulement un point d'interrogation. Cela signifiait que le niveau du taureau était au moins 100 niveaux au-dessus du sien. En regardant autour de lui, Li Zhongho aperçut plusieurs épées au sol. Toutes semblaient être de grade légendaire. Il se demanda comment il était même possible de trouver des armes aussi précieuses aussi facilement. Pendant un instant, il sembla que quitter le donjon serait simple s'il pouvait simplement vaincre le taureau d'un seul coup. Mais quand il essaya de frapper le taureau, son attaque ne causa aucun dégât. Li Zhongho savait qu'il ne pouvait pas se permettre d'hésiter. Il devait mettre fin au combat aussi vite que possible. À ce moment-là, le taureau se réveilla et commença à le poursuivre. Li Zhongho esquiva ses attaques, se déplaçant rapidement pour éviter d'être touché. Cet homme d'avant était toujours là, observant. Il commenta que Li Zhongho esquivait bien. Li Zhongho, à bout de souffle, dit qu'il était presque en train de mourir et demanda si l'homme allait l'aider. Il se souvint qu'une des épées pourrait probablement vaincre le taureau, mais le problème était de savoir laquelle. Sans beaucoup de temps pour réfléchir, Li Zhongho commença à lancer plusieurs épées sur le taureau, les testant tout en esquivant d'autres attaques. À un moment donné, le taureau essaya de frapper par derrière. Li Zhongho attrapa un bouclier et réussit à bloquer le coup. Cependant, le système l'informa que tous ses points de vie étaient désormais épuisés. Cela signifiait que son corps avait la même durabilité qu'une personne ordinaire. En jetant un coup d'œil sur le côté, il remarqua qu'une des épées brillait intensément. Il vérifia ses capacités et se demanda ce qu'il pouvait vraiment faire avec de telles compétences. Le taureau chargea de nouveau. Li Zhongho essaya d'utiliser la capacité spéciale de l'épée, mais le taureau esquiva son attaque. Cette fois, l'impact laissa le corps de Li Zhongho brisé et déchiré. Il commença à se demander si c'était la fin pour lui. En levant les yeux vers le ciel, il vit un poignard planté dans un arbre. En le saisissant, il attrapa l'arme. Le système lui notifia alors que le poignard n'avait pas de grade identifié, mais confirma qu'il avait accompli la mission de trouver l'épée nécessaire pour vaincre le taureau. Sentant une nouvelle détermination, Li Zhongho se demanda si vaincre cette créature était vraiment tout ce qu'il avait à faire et pourquoi il hésitait encore. Soudain, le taureau utilisa une capacité spéciale, lançant une attaque sur Li Zhongho. Mais Li Zhongho cria qu'il voulait vivre. Il sauta sur le taureau et enfonça profondément le poignard dans son crâne. Après un certain temps, Li Zhongho se réveilla dans un lit d'hôpital. Il réalisa rapidement qu'il avait accompli la mission. Il se sentit vraiment heureux, croyant avoir vraiment vaincu cette créature. Peu après, sa sœur entra dans la chambre. Elle sourit, soulagée de le voir réveillé, et alla prévenir leurs parents. Sa mère arriva, visiblement en colère et inquiète, demandant ce qu'il s'était fait. Li Zhongho demanda à son père de la calmer, mais son père répondit qu'il n'y avait aucune raison de l'arrêter. Si la situation avait été dangereuse, Li Zhongho aurait dû partir au lieu de rester. Li Zhongho admit pour lui-même que son père avait raison. Il pensa à quel point Jae-yong avait toujours été focalisé sur les résultats. Quand Li Zhongho avait essayé de le sauver, il avait été trahi. Il se demanda ce qui aurait pu arriver s'il avait simplement ignoré à ce moment-là. Pourtant, Li Zhongho déclara que l'important maintenant était qu'il soit revenu sain et sauf. Il dit à sa famille de ne pas s'inquiéter car il prendrait soin de lui désormais. Cependant, sa sœur suggéra qu'il devrait arrêter d'être chasseur. Li Zhongho demanda pourquoi, répétant qu'il pouvait désormais gérer les choses seul. Mais elle dit que ce n'était pas la raison et le prévint de ne pas être trop surpris une fois qu'il comprendrait. Quand Li Zhongho se leva et se regarda dans le miroir, il remarqua quelque chose de choquant. Son niveau était maintenant 1. Plus tard, Li Zhongho s'assit dans sa chambre, pensant qu'il ne voulait qu'une vie normale, sans pauvreté. Il se souvint à quel point il avait travaillé dur pendant 7 ans pour monter de niveau, et maintenant il ne comprenait pas pourquoi cela était arrivé. Des rapports indiquaient qu'il avait été vu devant le portail du donjon, mais d'une manière ou d'une autre, son niveau était retombé à 1. Cela n'avait aucun sens. Alors il pensa que cela avait dû se produire après le combat avec le taureau. Il pensa même à retourner dans le donjon pour demander à l'homme ce qui s'était vraiment passé, mais il n'avait aucune idée de comment y retourner. Tout cela lui semblait injuste. Il avait nettoyé le donjon, mais était reparti les mains vides. Pas d'objet, pas de récompense, et il avait perdu tous ses niveaux. Fixant son oreiller, Li Zhongho se demanda ce qu'il devait faire ensuite. Puis, un moustique commença à le déranger. Il le chassa, trouvant ridicule qu'après 7 ans d'entraînement, il en soit maintenant réduit à combattre des moustiques. Même au niveau 1, il avait l'impression de ne pas pouvoir gagner contre quelque chose d'aussi petit. À ce moment-là, le système l'informa que le tutoriel avait été activé. Sa première tâche était de vaincre 10 créatures. Sa sœur entra,
demandant ce qui se passait. Li Zhongho dit qu'il venait de monter de niveau en battant un moustique. Sa sœur s'approcha, vérifiant s'il était malade, et suggéra que leur mère l'emmène voir un psychiatre. Li Zhongho insista que c'était vrai, mais sa sœur lui dit de faire face à la réalité. En se regardant à nouveau dans le miroir, Li Zhongho vit que son niveau affichait toujours 1, ce qui le surprit car il était sûr d'avoir monté de niveau. Puis, en regardant les notifications du système, il réalisa que des malus étaient apparus et que sa santé se rétablissait. Il était indiqué que l'effet du poignard de débutant s'était activé, réinitialisant son niveau à 1. En lisant le nom de cette capacité, Li Zhongho se souvint que c'était la même arme qu'il avait utilisée contre le taureau. Il demanda à sa sœur où était son poignard. Sa sœur dit que le gouvernement était venu enquêter sur cette arme. Cela fit paniquer Li Zhongho. Il lui demanda où il se trouvait maintenant. Elle lui dit qu'il était stocké dans un casier de biens personnels. Sans perdre de temps, Li Zhongho s'enfuit pour récupérer son poignard. Il se souvint des paroles de l'homme du donjon, que c'était un poignard de classe inconnue, une arme puissante donnée uniquement à la personne qui avait accompli la mission. En courant, il se cogna légèrement la tête en ouvrant la porte. À ce moment-là, Jae-yong apparut, disant que Li Zhongho semblait déjà aller bien. Li Zhongho se sentit en colère en remarquant que Jae-yong était présent à cet endroit. Li Zhongho demanda ce que Jae-yong faisait là. Sa sœur expliqua que c'était en fait Jae-yong qui avait payé ses frais d'hôpital. Jae-yong dit calmement que le garçon s'était retrouvé dans cet état parce qu'il avait essayé de le sauver. Donc même si les choses tournaient mal, il n'y avait aucune raison de se plaindre. Li Zhongho demanda à sa famille de quitter la pièce car il devait parler en privé avec Jae-yong. Sa mère demanda ce qu'il comptait faire avec Jae-yong. Li Zhongho la rassura en disant qu'il n'y avait rien à craindre. Une fois seul, Li Zhongho demanda à Jae-yong pourquoi il avait fait une telle chose. Jae-yong expliqua qu'il faisait toujours partie des tests en tant qu'héritier, et que la tâche ce jour-là consistait à vaincre le boss du donjon. Selon lui, après que le boss ait été détruit, quelqu'un devait rester dans la salle pour que les objets tombent. Li Zhongho demanda si Jae-yong avait vraiment sacrifié quelqu'un juste pour un test. Mais Jae-yong argumenta que réussir était une question de vie ou de mort. Il dit qu'il devait gagner, même si cela signifiait marcher sur ses frères et sœurs. Jae-yong ajouta qu'une personne pauvre comme Li Zhongho ne comprendrait pas ce genre de choses. Jae-yong prévint que si Li Zhongho commençait à répandre des rumeurs sur ce qui s'était passé dans le donjon, il y aurait des conséquences. Au lieu de continuer à se disputer, Li Zhongho déclara qu'il avait envisagé d'accepter tout ce qui s'était passé si Jae-yong offrait une compensation en argent. Il demanda ce qui se passerait s'il refusait ce genre d'accord. Jae-yong répondit que cela tournerait en conflit ouvert et demanda si Li Zhongho le voulait vraiment. Jae-yong mentionna même que la sœur de Li Zhongho était très belle, l'utilisant comme partie de son avertissement. À ce moment-là, l'ami de Li Zhongho arriva, heureux de voir que Li Zhongho était vraiment vivant. Jae-yong dit qu'il voulait continuer leur conversation plus tard, mais qu'il ne voulait pas interrompre la rencontre de Li Zhongho avec son ami. Pendant que son ami serrait Li Zhongho dans ses bras, Zhongho lui demanda d'arrêter car cela le mettait mal à l'aise. L'ami ajouta que c'était impoli, surtout qu'il avait même rendu l'arme de Li Zhongho. En regardant le poignard, Li Zhongho réalisa que c'était vraiment le même qu'il avait pris dans le donjon. Son ami demanda pourquoi Li Zhongho attachait tant d'importance à un poignard de si basse qualité et mentionna que des enquêteurs l'avaient examiné. Selon eux, le poignard ne possédait aucune compétence spéciale. Li Zhongho pensa que c'était impossible. Le temps passa, et Li Zhongho continua à regarder le poignard. En vérifiant ces informations attentivement, il découvrit qu'il possédait une capacité cachée. Chaque fois que sa santé était critique, le poignard le rendait invincible pendant 10 secondes, peu importe la force de l'ennemi. Li Zhongho trouva cela extrêmement puissant. Il réalisa aussi que lui seul pouvait voir les vraies informations du poignard. Il se souvenait clairement qu'il avait monté de niveau après avoir vaincu le boss du donjon, même si maintenant il affichait qu'il était revenu au niveau 1. Il supposa que l'affichage du niveau n'était qu'un problème visuel. Même ainsi, Li Zhongho savait qu'il y aurait des problèmes s'il continuait à utiliser le poignard ouvertement. Il envisagea de le vendre, mais le système l'informa immédiatement que seul le propriétaire original pouvait l'utiliser. S'il le vendait, il romprait le contrat et devrait mourir. Comme il ne pouvait pas mourir juste pour de l'argent, Li Zhongho décida que sa seule option était d'entrer seul dans les donjons. S'il utilisait le poignard judicieusement, il croyait pouvoir nettoyer un donjon de rang B sans aide. Mais il pensait aussi qu'à long terme, des gens pourraient essayer de le tuer pour voler ses objets. À cause de cela, il choisit de garder tout secret et de gérer les choses seul. D'abord, il planifia de terminer le tutoriel. Li Zhongho commença à se promener dans la pièce, éliminant les moustiques un par un. Après avoir fini le tutoriel, le système le notifia qu'une récompense était disponible et lui demanda s'il voulait la réclamer. Li Zhongho ne savait pas comment récupérer la récompense. Mais soudain, un énorme coffre au trésor tomba d'en haut. Il atterrit juste devant lui.
Li Zhongho regarda le grand coffre devant lui, se demandant s'il était en or. Il pensa que si c'était vraiment le cas, il pourrait devenir riche sans jamais avoir à remettre les pieds dans un donjon. Mais quand il ouvrit le coffre, il n'y avait qu'un vieux vêtement à l'intérieur. Frustré, il jeta les vêtements de côté. À ce moment précis, la porte s'ouvrit, et les vêtements frappèrent la personne qui entrait. Li Zhongho remarqua rapidement que les hommes entrant dans la pièce venaient de l'agence des chasseurs. Il se demanda s'il avait fait quelque chose de mal. Un des hommes se présenta comme Jung Si-hoon, disant qu'il était chef de l'équipe de sécurité publique. Jung Si-hoon mentionna qu'il y avait des rapports disant que Li Zhongho semblait mentalement instable, alors ils étaient venus vérifier. Jung Si-hoon demanda si Li Zhongho avait récemment monté de niveau. Puis il dit à son assistant de vérifier. Cependant, le niveau de Li Zhongho affichait toujours le même qu'avant. Jung Si-hoon demanda si Li Zhongho croyait vraiment qu'il avait monté de niveau. Li Zhongho admit qu'il n'en était pas sûr. Jung Si-hoon insista, demandant ce qu'il voulait dire, car si une personne montait de niveau, cela s'affichait dans la fenêtre de statut. Li Zhongho expliqua que le message était apparu plus tôt mais avait ensuite disparu. Jung Si-hoon trouva cela étrange et demanda à Li Zhongho de vérifier à nouveau. Quand Li Zhongho ouvrit sa fenêtre de statut, il était certain qu'il avait monté de niveau auparavant. Mais quand Jung Si-hoon demanda encore si son niveau avait réellement augmenté, Li Zhongho répondit que non. Jung Si-hoon remarqua son hésitation et demanda pourquoi il avait été incertain. Li Zhongho répondit honnêtement qu'il voulait juste récupérer sa chemise. Jung Si-hoon demanda s'il ne voulait pas la jeter, mais Li Zhongho répondit que ce serait dommage de s'en débarrasser. L'assistant de Jung Si-hoon chuchota qu'il devrait appeler un médecin spécialisé, car il était difficile de croire l'histoire de Li Zhongho. Finalement, Jung Si-hoon dit qu'ils allaient laisser partir Li Zhongho pour l'instant. Mais s'il s'avérait qu'il avait éveillé des capacités spéciales, il devait le signaler. S'il utilisait un jour des pouvoirs sans permission, il y aurait des sanctions. Après le départ des deux hommes, Li Zhongho enfila la vieille chemise du coffre. À ce moment-là, le système l'informa qu'il allait recevoir une mise à jour en récompense. Pour l'activer, il devait placer une pierre dans l'objet. Li Zhongho suivit les instructions et plaça la pierre dans la chemise. Elle commença à briller. Le système révéla alors qu'il avait acquis une nouvelle capacité, l'invisibilité. Li Zhongho fut choqué car c'était une compétence très rare et utile. Il se demanda immédiatement combien une telle capacité pourrait valoir s'il la vendait. Curieux, il retira son pantalon pour tester complètement le pouvoir d'invisibilité. En regardant dans le miroir, il réalisa que son reflet avait disparu. L'effet était étrange et effrayant. Puis, tenant ses vêtements, il remarqua que tout ce qu'il touchait en étant invisible devenait aussi invisible. Cependant, le système le notifia bientôt que son énergie magique était épuisée, donc la compétence d'invisibilité était temporairement désactivée. À ce moment précis, sa sœur entra dans la pièce et le vit dans une situation gênante et embarrassante. Un peu plus tard, Li Zhongho marchait dans la ville portant une veste à capuche. Il traversa des rues désertes, marchant simplement le long de la route. Une nouvelle mission apparut pour Li Zhongho. Il devait vaincre 5 boss. Il comprit que les choses étaient désormais bien plus sérieuses, car cette fois il ne s'agissait pas seulement de combattre des moustiques. En s'approchant du bâtiment, Li Zhongho activa son pouvoir d'invisibilité pour éviter d'être repéré par les gardes. En levant les yeux, il aperçut un dispositif capable de détecter les capacités. Il désactiva rapidement son pouvoir pour passer sans danger. Puis il le réactiva une fois qu'il fut hors de portée. À l'intérieur, il remarqua qu'il y avait plus de monde que d'habitude rassemblé autour des entrées des donjons. Le système l'avertit que la moitié de sa puissance magique avait déjà été utilisée et que son invisibilité ne durerait plus que 40 secondes. En courant pour trouver un endroit où se cacher, Li Zhongho capta un reportage sur un écran à proximité. Il disait qu'une tentative de nettoyage d'un donjon de classe B avait échoué et que des aventuriers étaient appelés à l'aide. À ce moment-là, une créature apparut à l'intérieur du bâtiment. Un lézard géant attaqua soudainement, immobilisant Li Zhongho au sol. Sa santé tomba à 0, mais le système lui notifia que la condition pour activer sa capacité spéciale avait été remplie. Li Zhongho saisit son poignard, satisfait car désormais il lui suffisait d'une seule commande pour l'équiper. Alors que le lézard attaquait de nouveau, Li Zhongho pensa que c'était presque incroyable. Il était vraiment devenu invincible pour un court instant. D'un coup puissant, il vainquit instantanément le lézard. Le système confirma que le lézard avait été vaincu et le niveau de Li Zhongho augmenta. Il comprit alors pourquoi sa capacité portait ce nom. Elle faisait vraiment ce qu'elle promettait. Peu après, un groupe d'aventuriers s'approcha, ayant vu l'éclair de lumière du combat. Li Zhongho décida qu'il valait mieux éviter l'attention et commença à courir, pensant qu'il devait se cacher au plus vite. Mais à ce moment précis, un autre lézard apparut devant lui. Avec seulement une seconde avant que son pouvoir ne s'estompe, Li Zhongho frappa de nouveau,
détruisant complètement le lézard. Les aventuriers furent témoins de la scène et furent choqués. Ils virent Li Zhongho vaincre une créature aussi puissante d'un seul coup. Ce qui les surprit encore plus, c'est que selon leur relevé système, Li Zhongho n'était qu'au niveau 1. Li Zhongho se mit immédiatement à courir alors que d'autres lézards apparaissaient, attaquant le groupe d'aventuriers. Même pendant que les autres étaient occupés, le capitaine continuait de poursuivre Li Zhongho. Il trouvait étrange leur persistance. D'autres aventuriers à proximité semblaient confus, surtout lorsqu'ils remarquèrent le niveau de Li Zhongho. Ils se demandaient pourquoi quelqu'un d'aussi faible était poursuivi aussi sérieusement. Utilisant son pouvoir d'invisibilité, Li Zhongho se faufila à travers la foule sans être remarqué. Les aventuriers demandèrent au capitaine pourquoi il en voulait au garçon. Le capitaine expliqua que Li Zhongho avait vaincu un lézard alors qu'il affichait seulement le niveau 1 sur son statut. Cela signifiait qu'il possédait probablement un objet de grade mythique. S'il parvenait à vaincre Li Zhongho, il pourrait récupérer ces objets. S'éloignant de la foule, Li Zhongho pensa à entrer dans un autre donjon pour s'échapper. Mais il marcha accidentellement sur du verre, faisant du bruit. Les aventuriers remarquèrent cela et lancèrent une attaque contre lui. Li Zhongho esquiva habilement. À ce moment-là, le système l'informa que son pouvoir allait se désactiver, et bientôt il redevint visible. Le groupe recommença immédiatement à l'attaquer. Tout en esquivant toutes les attaques, Li Zhongho ouvrit sa fenêtre système et demanda à utiliser ses points d'attribut. Une nouvelle compétence fut débloquée. Li Zhongho aperçut un portail de donjon devant lui. Il activa sa capacité de sprint. Puis il entra dans le portail. Les aventuriers s'arrêtèrent, confus par sa disparition soudaine. En regardant le portail, un homme réalisa que ce n'était pas un donjon de groupe. S'ils le suivaient, ils finiraient probablement eux aussi à l'intérieur du donjon. Un autre homme fit remarquer que s'ils attendaient que Li Zhongho échoue, le portail finirait par se rouvrir et ils pourraient récupérer ses objets. De plus, le donjon n'était que de rang C, donc il ne devrait pas être trop dangereux pour eux. Un homme avait encore des doutes, rappelant aux autres que Li Zhongho avait réussi à vaincre un lézard seul. Il se demandait si attendre fonctionnerait vraiment. Mais le capitaine insista sur le fait qu'il était impossible de nettoyer un donjon complètement en solo, surtout qu'il y était déjà allé et connaissait l'endroit. Pendant ce temps, Li Zhongho tombait d'une falaise à l'intérieur du nouveau donjon. Le système l'informa qu'il était entré dans un donjon de rang C. Après un atterrissage brutal, Li Zhongho regarda autour de lui. Il pensa qu'il lui faudrait peut-être un parachute la prochaine fois. En observant la zone, il remarqua que le donjon était complètement fermé. Il n'y avait aucune sortie et aucun monstre en vue. Puis le système l'alerta qu'une mission allait commencer dans 10 secondes. Son objectif était de survivre en battant tous les monstres dans le temps imparti. Quelques secondes plus tard, un slim de niveau 90 apparut en haut du donjon. Li Zhongho se sentit soulagé un instant car cette fois le niveau du slim était visible, contrairement au lézard. Mais avant qu'il ne puisse se détendre, un autre slim apparut. Bientôt, une foule entière de slims remplit le donjon. Voyant ce nombre énorme de monstres, Li Zhongho fut vraiment surpris par ce qu'il allait devoir affronter. Les slims commencèrent à descendre vers Li Zhongho, prêts à attaquer. Sans perdre de temps, Li Zhongho chargea en avant, frappant les slims. Alors qu'il le repoussait, il remarqua que leurs attaques faisaient plus mal que d'habitude. Pourtant, il continua, sachant que s'il les battait, sa santé se régénérerait progressivement. Il coupa un slim en deux, mais au lieu de mourir, il se divisa en deux slims plus petits. Au même moment, l'un d'eux commença à avaler Li Zhongho. Il saisit son poignard et détruisit rapidement le slim, mais beaucoup d'autres continuaient à attaquer de tous les côtés. Alors que son énergie s'épuisait lentement, Li Zhongho pensa qu'il devrait au moins vaincre un slim de niveau 45. Il voulait faire cela avant de s'effondrer. Parmi le groupe, il repéra un slim marqué comme étant de niveau 45. Li Zhongho se concentra sur lui. Mais avant qu'il ne puisse frapper, il fut submergé. Le système lui notifia que sa santé était tombée à zéro et qu'il avait été mis KO. À l'extérieur du portail du donjon, les aventuriers attendaient toujours. L'un des hommes expliqua comment se déroulait généralement le nettoyage d'un donjon. Il doutait que Li Zhongho puisse jamais terminer ce donjon, surtout que cela faisait déjà 5 minutes que le garçon était entré. Certains d'entre eux supposaient que Li Zhongho pourrait avoir un autre objet caché les dents à nettoyer le donjon. Mais après autant de temps, il semblait plus probable qu'une pause dans le donjon ait déjà commencé. Pourtant, ils décidèrent d'attendre, pensant que Li Zhongho pouvait utiliser son pouvoir d'invisibilité pour se cacher, et que le portail finirait par s'ouvrir à nouveau. Pendant ce temps, à l'intérieur du donjon, Li Zhongho combattait toujours les slims. Même s'il avait été mis à terre plus tôt, ses combats continuaient alors qu'il vainquait progressivement plus de monstres, augmentant son niveau pas à pas. En regardant sa fenêtre de statut, Li Zhongho se sentit émerveillé. Cela ne faisait que 9 minutes qu'il était entré, et pourtant il avait déjà gagné 1500 points.
Cela équivalait à gagner 300 niveaux, ce qui prendrait normalement des années. Il l'avait accompli en seulement quelques instants. Le système l'alerta alors que le boss du donjon allait apparaître. Li Zhonghuo pensa que c'était attendu puisque chaque donjon avait un boss final. Mais maintenant, avec l'objet qu'il portait, il était confiant de pouvoir le vaincre grâce à sa capacité spéciale. Il avait du mal à croire qu'un jour il détiendrait un tel pouvoir. En repensant aux aventuriers qui attendaient dehors, il se demanda s'ils étaient toujours là. À ce moment-là, le système répéta son avertissement, le boss allait apparaître. Li Zhonghuo leva les yeux, se demandant quel genre de monstre ce serait. Soudain, une ombre vola au-dessus de lui. C'était un énorme dragon. En voyant la taille et la puissance de la créature, Li Zhonghuo ressentit une vague d'inquiétude. Il se demanda si son poignard serait vraiment suffisant pour affronter un monstre pareil. À l'extérieur du portail du donjon, un des hommes déclara qu'il ne servait à rien d'attendre plus longtemps car Li Zhonghuo ne reviendrait pas. Un autre homme répondit que si quelqu'un était mécontent de la situation, il était libre de partir. Cela mit le groupe en colère puisqu'il l'avait suivi jusque-là, et maintenant il les renvoyait. Ils dirent qu'ils partiraient, mais pas sans compensation. Ils demandèrent s'ils s'attendaient vraiment à ce qu'ils aident un étranger gratuitement. À ce moment-là, l'homme qui avait examiné Li Zhonghuo plus tôt arriva et demanda si quelqu'un d'autre était entré dans ce donjon. Pendant ce temps, à l'intérieur du donjon, Li Zhonghuo combattait toujours le dragon. Il cria à la créature, agacé qu'elle continue de lui cracher du feu, et se demanda pourquoi le dragon n'avait toujours pas atterri. Une idée lui vint. Li Zhonghuo attrapa l'une des armes posées au sol et utilisa sa capacité pour lancer une lance sur le dragon. La lance rata complètement sa cible. Alors que le dragon contre-attaquait, Li Zhonghuo ouvrit rapidement sa fenêtre de statue. Il réalisa qu'il avait besoin de plus de force et décida d'utiliser tous ses points d'attribut pour augmenter sa force. Il saisit une épée brillante. Puis il la lança sur le dragon. Cette fois, l'épée toucha, mais ne fit pas beaucoup de dégâts. Pourtant, Li Zhonghuo était satisfait d'avoir au moins porté un coup. Il savait qu'augmenter lentement ses statistiques était important. Ramassant une autre lance, il la lança de nouveau. Cette fois, elle causa de vrais dégâts. Li Zhonghuo pensa qu'avec des armes comme celle-là, il pourrait vraiment avoir une chance. Il continua à lancer des lances, une après l'autre, touchant le dragon à plusieurs reprises. Même si les attaques causaient des dégâts visibles, Li Zhonghuo se sentait frustré car le dragon avait une quantité énorme de points de vie. Finalement, le dragon commença à descendre, se préparant à l'attaquer directement. Le système notifia Li Zhonghuo qu'il avait subi de graves dégâts, ne lui laissant plus que la moitié de sa santé. Li Zhonghuo fut choqué. Une seule attaque du dragon avait réduit sa vie de moitié. Observant attentivement le dragon, il remarqua que son schéma d'attaque avait changé. Li Zhonghuo se précipita avec son poignard, mais son attaque ne suffisait toujours pas. La contre-attaque du dragon le laissa au sol, complètement vaincu. Allongé là, Li Zhonghuo pensa qu'il avait échoué. Mais juste à ce moment, le système l'informa qu'une condition avait été remplie. Sa capacité d'invincibilité pouvait maintenant s'activer. Déterminé, Li Zhonghuo se dit qu'il avait encore une chance. Il se releva et chargea vers le dragon. Le système le notifia alors qu'il venait d'acquérir une nouvelle capacité. Bougeant plus vite que jamais, Li Zhonghuo porta un coup parfait et unique, tranchant la tête du dragon en moins d'une seconde. Le système confirma que Li Zhonghuo avait vaincu le dragon et que son niveau avait encore augmenté. Peu de temps après, l'homme qui avait examiné Li Zhonghuo entra dans le donjon. En regardant autour de lui, il indiqua que c'était là que le chasseur de niveau 1 était entré. Son assistant demanda s'ils perdaient leur temps, disant que même un niveau 1 pouvait nettoyer un donjon de rang C. Lorsqu'ils avaient vérifié Li Zhonghuo auparavant, il ne montrait aucun signe de capacité spéciale. Mais l'homme expliqua que si un niveau 1 possédait un objet rare, c'était possible. Son assistant demanda ce qu'il voulait dire exactement. L'homme dit qu'il y avait eu, il y a 15 ans, un ordre officiel de signaler immédiatement de tels cas. Cela signifiait qu'il devait enquêter soigneusement. Il dit à l'assistant de commencer à suivre le chasseur actuellement dans le donjon. L'assistant soupira, demandant si cela signifiait qu'il devrait encore faire des heures supplémentaires, puis plaisanta sur ce qu'il mangerait pour le dîner. L'homme répondit que ce serait des ramen et lui dit d'attendre jusqu'à son arrivée. Pendant ce temps, Li Zhonghuo se cachait dans un coin tranquille, utilisant son pouvoir d'invisibilité. Quelque temps plus tard, Li Zhonghuo avait déjà quitté le donjon et était rentré chez lui. Sa mère remarqua que quelque chose n'allait pas et lui demanda si tout allait bien. Li Zhonghuo lui répondit que ce n'était rien, disant qu'il devait utiliser son ordinateur. Une fois dans sa chambre, il réfléchit à la manière dont cet homme pourrait le traquer. Pendant qu'il cherchait des informations, sa sœur entra et lui demanda ce qu'il regardait. Li Zhonghuo répondit avec désinvolture qu'il essayait juste quelque chose de différent. Sa sœur lui demanda alors s'il avait fait quelque chose d'illégal ou s'il était entré dans un donjon.
Cela rendit Lee Jong-ho nerveux, mais il insista sur le fait que quelqu'un de niveau 1 ne pouvait jamais entrer dans un donjon. Sa sœur mentionna qu'elle avait essayé de l'appeler mais n'avait pas eu de réponse, alors elle s'était inquiétée. Lee Jong-ho expliqua que l'écran de son téléphone était cassé et qu'il irait au magasin le lendemain pour le réparer. Avant de quitter la chambre, sa sœur lui rappela de ne pas trop se fatiguer. Même s'il n'était pas un chasseur, il y avait encore des choses qu'il pouvait faire. Lorsqu'elle partit, Lee Jong-ho pensa que pénétrer dans des donjons sans licence était illégal, bien que cela ne soit pas considéré comme un crime majeur. Pourtant, avec ses statistiques accrues, il y avait un réel risque que quelqu'un découvre ses capacités. Il savait qu'il devait être plus prudent à partir de maintenant. De nombreux défis l'attendaient encore. En regardant ces objets, Lee Jong-ho remarqua un collier qu'il n'avait jamais vu auparavant. Le système lui notifia qu'il s'agissait d'un collier de grade légendaire, augmentant toutes les statistiques de défense, d'intelligence et de force mentale. Mais pour Lee Jong-ho, ce n'était pas une bonne nouvelle. Il ne pouvait pas le vendre. S'il essayait d'apporter un objet légendaire au marché noir tout en étant encore niveau 1, les aventuriers l'attaqueraient immédiatement. Il se demanda s'il y avait une autre façon de gérer cela. À ce moment-là, son téléphone sonna. C'était son ami qui appelait pour dire qu'il avait réussi l'examen de chasseur et avait été accepté dans une guilde. Lee Jong-ho dit que c'était super et demanda s'il se sentait courageux. Son ami mentionna qu'il allait maintenant travailler à l'intérieur des donjons avec Jae-yong. Compte tenu de ce qui s'était passé entre Lee Jong-ho et Jae-yong, il savait que son ami ne devrait pas être dans la même équipe que cet homme. Mais il n'y avait rien que Lee Jong-ho puisse faire à ce sujet maintenant. Son ami s'excusa pour la tournure des événements, mais Lee Jong-ho lui dit que ce n'était pas sa faute. Il encouragea son ami à travailler dur et à monter de niveau autant que possible. Puis son ami ajouta qu'il n'aimait pas le chef d'équipe et qu'il prévoyait de monter rapidement de niveau de toute façon. Cela surprit Lee Jong-ho car le chef d'équipe était Jae-yong. Quelque temps plus tard, Jae-yong se préparait à entrer dans un autre donjon. Lee Jong-ho se tenait tranquillement à proximité, l'observant de loin. Juste avant d'entrer dans le donjon, Jae-yong dit à son équipe de tout nettoyer avant de finir leur service et de rentrer. Il leur souhaita une chasse en toute sécurité. Alors que le groupe d'aventuriers entrait dans le donjon, Lee Jong-ho se déplaça silencieusement. Il activa sa capacité. Il se glissa parmi eux. Se fondant dans la foule, il passa inaperçu. En écoutant les conversations autour de lui, Lee Jong-ho surprit quelqu'un disant que Jae-yong devait être très riche car il avait contribué une grosse somme d'argent à la guilde. Cela troubla Lee Jong-ho car les guildes n'étaient pas autorisées à déduire les salaires des chasseurs sans raison. Bientôt, Jae-yong rassembla tout le monde. Il leur dit de se tenir la main et d'accepter l'invitation de groupe avant de franchir le portail. Une fois tous à l'intérieur, il s'arrêta un instant. Puis il désactiva sa capacité. Ouvrant son inventaire, Lee Jong-ho sortit une pierre spéciale. Il l'utilisa sur le portail pour vérifier ses détails. Le système confirma que le suivi était terminé. Souriant, Lee Jong-ho pensa que sa vengeance était sur le point de commencer. À l'intérieur du donjon, une nuée d'araignées géantes attaqua les aventuriers. Pendant qu'ils combattaient, un homme commenta les compétences de Jae-yong. Il était normal que leur chef gère les choses aussi bien. Jae-yong, cependant, avait l'air irrité. Il pensa que sans le vieil homme responsable, il n'aurait pas à gérer une situation aussi compliquée. Mais il sentit aussi que ce jour marquerait la fin de la marque de succession. Les aventuriers rapportèrent qu'ils avaient déjà nettoyé les monstres d'un côté du donjon. Jae-yong complimenta son équipe, pensant qu'ils étaient rapides et efficaces. Il se sentit également satisfait d'avoir embauché ce gars en particulier, qui était à la fois poli et compétent. Jae-yong décida de le garder comme subordonné permanent. Jae-yong dit à l'équipe de se concentrer sur la défaite du boss. S'il nettoyait tout en toute sécurité, il promit de leur offrir un repas. Mais lorsqu'ils entrèrent dans la salle du boss, elle était vide. L'ami de Lee Jong-ho commenta qu'il n'y avait pas de boss, donc quelque chose avait du mal tourné. Jae-yong accepta qu'il ne pouvait rien faire d'autre que quitter le donjon et réessayer. Pendant ce temps, juste derrière eux, caché à la vue, Lee Jong-ho se tenait en souriant. Le système lui notifia qu'il avait déjà vaincu le boss du donjon et avait encore augmenté ses statistiques. Plus tard, de retour chez lui, la mère de Lee Jong-ho lui demanda s'il avait mangé. Il mentionna qu'il venait juste de chercher du travail et qu'il avait déjà mangé. Dans sa chambre, Lee Jong-ho se dit que tout s'était parfaitement déroulé. Il vérifia son téléphone et vit un message de son ami disant qu'ils avaient parcouru le donjon 3 fois, mais que le boss n'était jamais apparu. Lee Jong-ho pensa que Jae-yong devait être furieux d'avoir perdu du temps sur 3 tentatives échouées. En regardant la progression de sa mission, Lee Jong-ho envisagea de terminer le donjon une fois de plus, mais décida qu'il y aurait toujours une autre occasion plus tard. Il ouvrit son ordinateur pour vérifier la valeur des objets qu'il avait collectés. Mais quelque chose d'inattendu attira alors son attention. Un des principaux articles d'actualité parlait de lui.
Il montrait une histoire du moment où il avait été repéré lors d'une mission avec le groupe d'aventuriers. Cela surprit Lee Jong-ho, qui se demanda pourquoi cela avait fait la une des journaux. Lee Jong-ho était dans sa chambre. Sa mère entra. Elle lui tendit un peu d'argent. Il lui dit qu'il allait bien, mais elle insista, disant qu'il devait être fatigué de travailler la nuit et qu'il devrait manger quelque chose. Lee Jong-ho se rappela qu'il ne pouvait pas abandonner. Il voulait voir sa famille heureuse et vivre une vie meilleure pour eux. En même temps, ailleurs, Jae-yong était furieux. Il se demandait sans cesse qui avait vaincu les boss du donjon avant lui. Son assistant suggéra de demander le soutien du président de la guilde, mais Jae-yong refusa. Il ne pouvait pas demander de l'aide pour une chose pareille. Soudain, quelqu'un frappa à la porte de Lee Jong-ho. C'était un ami de Lee Jong-ho. Il dit qu'il connaissait quelqu'un intéressé à rejoindre leur équipe de donjon. Il avait posté à propos de l'incident de la veille dans une communauté en ligne, et quelqu'un avait répondu. Jae-yong, curieux, demanda qui c'était. Il fut choqué d'apprendre que la personne était de niveau 458. Il ne comprenait pas pourquoi quelqu'un d'un niveau aussi élevé voudrait les rejoindre. Kim expliqua que cette personne avait certaines conditions. Pendant que Kim parlait des détails avec Jae-yong, la scène revint à Lee Jong-ho. Lee Jong-ho observait maintenant un autre groupe d'aventuriers entrant dans un donjon. Il vérifia les statistiques du donjon et se sentit soulagé de savoir que la sécurité était renforcée. S'il plaçait une pierre de suivi sur le portail, il pourrait l'ouvrir à distance. Puis l'équipe de Jae-yong entra dans le donjon. Lee Jong-ho resta immobile, réfléchissant s'il devait les suivre. À ce moment-là, le système l'informa d'un donjon de rang à proximité et lui demanda s'il voulait y entrer. Lee Jong-ho accepta et entra. Du sommet du donjon, Lee Jong-ho regardait la bataille qui se déroulait en bas. Après un moment, il utilisa son pouvoir pour se déplacer discrètement vers la salle du boss. Regardant depuis la montagne, il supposa que Jae-yong avait délibérément choisi un donjon plus difficile, probablement par peur que quelqu'un ne vole encore la victoire sur le boss. Mais Lee Jong-ho savait que cela ne fonctionnerait pas cette fois. Il commença à gravir le chemin de montagne menant à la salle du boss. Arrivé à la porte, il se dit que tout ce qui lui restait à faire maintenant était de vaincre le boss. Lorsqu'il ouvrit la porte, il entra. Il vit un chien à 3 têtes qui l'attendait. Son niveau n'était pas affiché. Lee Jong-ho ressentit une montée d'excitation. S'il avait affronté une telle créature un mois plus tôt, il aurait été terrifié, mais maintenant les choses étaient différentes. Alors qu'il s'approchait, il tomba soudainement dans un piège caché. Surpris, il se demanda ce qui se passait. Puis, des ombres, une silhouette inconnue apparut. La personne commenta que les postes de la communauté étaient vrais. Lee Jong-ho était vraiment niveau 1. En le regardant attentivement, Lee Jong-ho remarqua que l'homme était de niveau 458. L'étranger demanda comment Lee Jong-ho avait obtenu ce poignard. Mais Lee Jong-ho répondit simplement qu'il ne savait pas de quoi l'homme parlait. L'homme rit, disant qu'il était clair que Lee Jong-ho ne révélerait rien. D'après ses statistiques, l'homme supposa que Lee Jong-ho avait dû obtenir le poignard récemment. Il exigea que Lee Jong-ho lui remette l'arme. Lee Jong-ho répondit calmement que le poignard était un objet limité. Même si quelqu'un d'autre le prenait, il ne pourrait pas l'utiliser. Il ajouta que si c'était possible, il l'aurait déjà vendu. Mais l'homme ne le crut pas. Pour prouver son point, Lee Jong-ho remit le poignard, disant à l'homme de vérifier lui-même. Après avoir examiné le poignard, l'homme demanda s'il devait simplement tuer Lee Jong-ho maintenant. Cela laissa Lee Jong-ho confus, mais il était prêt. Il reprit son arme. Puis il se défendit contre l'attaque entrante. Pendant le combat, Lee Jong-ho réalisa qu'il était repoussé. La force de son adversaire était clairement supérieure. Il essaya d'ouvrir sa fenêtre système pour augmenter ses statistiques. Mais l'homme le pressait sans lui laisser de chance. Dans un mouvement risqué, Lee Jong-ho utilisa son pouvoir d'invisibilité. Mais l'homme réussit à sentir où il se trouvait. Il frappa Lee Jong-ho à la poitrine. À ce moment-là, le système notifia Lee Jong-ho que la condition avait été remplie et qu'il pouvait activer son pouvoir d'invincibilité. Lee Jong-ho dit qu'il n'avait pas l'intention de blesser qui que ce soit, mais qu'il n'avait maintenant pas le choix. Utilisant l'invincibilité, il se prépara à contre-attaquer. Cependant, l'homme se détourna soudainement et commença à partir, laissant Lee Jong-ho là. L'homme dit qu'il savait déjà quel genre de pouvoir Lee Jong-ho possédait. En réponse, Lee Jong-ho lança son poignard. Mais l'attaque manqua sa cible. Le système l'informa qu'il ne restait que quelques secondes avant que son pouvoir ne prenne fin. Le boss du donjon était toujours en vie. Sans perdre de temps, Lee Jong-ho se précipita en avant. Il attaqua le monstre d'un coup puissant. Le système confirma qu'il avait vaincu le boss et qu'il avait encore monté de niveau. Il avait également accompli sa mission de vaincre 5 boss. Soudain, plusieurs sphères d'énergie colorées commencèrent à tomber du ciel. Lee Jong-ho en ramassa quelques-unes et se dirigea vers le portail du donjon. Juste au moment où il allait partir,
la personne en armure lui barra le chemin. Ils l'immobilisèrent. Li Jong-ho mentionna qu'il venait de répartir ses points de statistiques, ce qui lui permettait désormais de prédire les mouvements plus clairement. Utilisant sa nouvelle force, Li Jong-ho donna un coup de pied à la personne à la tête. Le casque tomba, révélant qu'il s'agissait en fait d'une femme. Li Jong-ho fut momentanément stupéfait, car elle était en réalité très belle. La femme demanda pourquoi il la regardait ainsi et le prévint que s'il baissait sa garde, il mourrait. Elle reprit ses attaques, surprenant Li Jong-ho par sa vitesse et sa compétence. Il réalisa qu'il se contentait désormais de subir ses coups. Puis Li Jong-ho dit soudain qu'il devait aller aux toilettes. Souriant légèrement, il lui dit qu'il se reverrait bientôt. Il se tourna vers le portail, prêt à partir, mais constata qu'il ne pouvait pas passer. Le système l'informa que le donjon était scellé par une pierre spéciale. Il devrait soit détruire le sceau, soit attendre 30 minutes. À ce moment-là, une voix s'éleva derrière, disant que la supposition avait été correcte. Quand Li Jong-ho se retourna, il vit l'équipe de Jae-yong debout là, étant arrivée en même temps. Li Jong-ho fut surpris lorsque l'équipe de Jae-yong le reconnut. Puisqu'il savait déjà qui il était, il n'y avait plus de raison de se cacher. Kim semblait confus et demanda pourquoi Li Jong-ho était là. Li Jong-ho dit qu'il expliquerait tout plus tard. La femme en armure prit la parole, disant qu'elle avait averti Jae-yong de ne pas entrer dans la salle du boss avant d'avoir attrapé Li Jong-ho. Ignorant ces paroles, Jae-yong ordonna à ses aventuriers d'attaquer. Il accusa la femme de comploter quelque chose. Maintenant qu'ils entouraient complètement Li Jong-ho, Jae-yong déclara qu'il était impossible qu'un chasseur de niveau 1 puisse vaincre le boss du donjon et s'échapper seul. Quelqu'un avait dû l'aider. Il regarda la femme et demanda si c'était elle. La femme hésita. Aider Li Jong-ho signifierait être étiqueté comme traître. Cela mit Li Jong-ho en colère. La femme retira lentement son armure. Elle dit qu'elle n'était pas du côté de Li Jong-ho, mais puisque personne ne la croyait, elle allait simplement tuer tout le monde ici. Li Jong-ho, essayant de calmer la situation, demanda s'il pouvait former une sorte d'alliance maintenant que les choses en étaient là. Mais la femme refusa. Elle dit qu'elle préférait mourir plutôt que de remettre son poignard. Déterminé, Li Jong-ho ouvrit sa fenêtre système. Il lui dit qu'il allait montrer un peu de magie maintenant. Il sortit plusieurs pierres de son inventaire et les absorba. Peu après, le système le notifia qu'une mission cachée avait été générée. Li Jong-ho reçut l'instruction d'avancer dans la salle du boss. Lorsque la condition fut remplie, le système le confirma, lui demandant s'il voulait continuer. Lee Jianwoo accepta. À ce moment-là, la porte de la salle du boss se referma derrière tout le monde. Cela mit tout le groupe en alerte. La nouvelle mission était de libérer les spectres scellés en battant le donneur de mission ou les monstres invoqués. Soudain, la montagne autour d'eux commença à se fissurer, et des créatures commencèrent à surgir du sol. Jae-yong les identifia comme des zombies. En les regardant, Li Jong-ho remarqua que tous les squelettes avaient des points d'interrogation à la place des niveaux. Pour aggraver les choses, le système l'informa qu'il ne pouvait utiliser son pouvoir d'invincibilité qu'une seule fois pendant ce combat. Un des aventuriers essaya soudain d'attaquer Li Jong-ho, mais Kim intervint pour le défendre, disant à Li Jong-ho de fuir. Malgré cela, Kim se sentit dépassé et fut bientôt mis à terre. Un des hommes de Jae-yong attrapa Kim, disant qu'il essayait juste de protéger quelqu'un qu'il connaissait. Mais Kim cracha sur l'homme et le traita de déchet sans valeur. Pendant ce temps, le système avertit Li Jong-ho qu'il n'y avait plus de points disponibles pour améliorer ses attributs. Pourtant, il activa son pouvoir pour aider son ami, s'excusant de ne pas s'être renforcé plus tôt. Alors que l'ennemi s'approchait pour attaquer, Li Jong-ho activa une nouvelle compétence. Tout autour de lui sembla ralentir. Il remarqua que les attaques de l'homme se déplaçaient au ralenti. En quelques instants, Li Jong-ho trancha complètement l'homme. Ensuite, il se dit à lui-même que son arme n'était pas seulement belle, mais aussi incroyablement puissante. Kim essaya de demander d'où venait une telle force chez Li Jong-ho, mais celui-ci lui dit de se concentrer sur la potion et de se reposer. Une fois tout terminé, Li Jong-ho promit d'expliquer tout. Les autres aventuriers avaient assisté au combat. Ils ne comprenaient pas comment quelqu'un officiellement marqué niveau 1 pouvait se battre ainsi. Jae-yong leur dit de ne pas avoir peur. Il était vraiment encore niveau 1. Mais même en le disant, il se sentait nerveux, les défiant tous de venir l'affronter. Se retournant vers les squelettes, Li Jong-ho remarqua encore une fois que chacun d'eux avait un point d'interrogation à la place du niveau. Les squelettes commencèrent à attaquer le groupe de Jae-yong. Jae-yong cria à son équipe de ne pas mourir alors que ceux proches de Li Jong-ho étaient frappés un par un. À chaque ennemi vaincu, le niveau de Li Jong-ho augmentait peu à peu. Il pensa encore une fois que son arme était vraiment puissante. Alors que Kim buvait une potion, un squelette géant apparut juste devant lui. Mais en quelques secondes, Li Jong-ho l'élimina. Kim le remercia, mais Li Jong-ho demanda pourquoi on le remerciait, disant qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter.
Les aventuriers regardaient Li Zhongho combattre et n'en croyaient pas leurs yeux. Il continuait à vaincre des monstres, pourtant son statut affichait toujours niveau 1. Essayant de se concentrer sur ce que disaient les autres, Li Zhongho écouta attentivement. Puis la femme en armure saisit une épée lumineuse. Elle commença à battre les squelettes un par un, même sans son armure. Li Zhongho admira ses mouvements, pensant qu'elle était vraiment impressionnante. À ce moment-là, un squelette apparut derrière elle. Li Zhongho réagit rapidement, utilisant son pouvoir pour le détruire. Il s'excusa, disant que sa main avait glissé. Mais la femme resta silencieuse et s'éloigna sans rien dire, laissant Li Zhongho un peu triste qu'elle ne l'ait même pas remercié. Un instant plus tard, la femme intervint. Elle vainquit un monstre qui s'approchait en douce derrière Li Zhongho. Elle commenta que sa main avait aussi glissé. Regardant le groupe, Li Zhongho appela les aventuriers, les défiant de combattre à ses côtés. La femme dit qu'ils étaient déjà submergés par trop de monstres et demanda pourquoi il les provoquait maintenant. Li Zhongho expliqua que c'était seulement pour remonter le moral de tout le monde. Kim s'avança, disant qu'il aiderait aussi, ce qui rendit Li Zhongho heureux. Kim s'était déjà remis de ses blessures. Alors que les aventuriers avançaient ensemble, le sol se fissura soudainement et un cratère s'ouvrit sous eux. Le système informa Li Zhongho que la première mission avait été accomplie. Une deuxième mission commençait maintenant. Le nouvel objectif de Li Zhongho était d'atteindre une zone sûre dans un temps imparti. Les aventuriers furent choqués lorsque le sol se fendit. L'un d'eux glissa et tomba dans le cratère. Li Zhongho serra les poings, pensant que si quelqu'un tombait dans ce trou, il mourrait certainement. Kim cria en désignant un endroit sûr, mais un énorme gouffre les séparait désormais. En vérifiant son inventaire, Li Zhongho réalisa qu'il n'avait pas le choix. Il se rappela que même s'il échouait, il pouvait utiliser son collier pour remonter le temps de 10 secondes. Cependant, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit d'autre, Jae-Yong l'attaqua soudainement par derrière, lui reprochant tout ce qui s'était passé. Pendant qu'il se battait, certains objets de Li Zhongho tombèrent au sol, ce qui le rendit encore plus nerveux. Jae-Yong donna un coup de pied à Li Zhongho. Li Zhongho riposta avec un coup de pied. Tous deux tombèrent dans le cratère. En tombant, Li Zhongho activa son collier, espérant remonter le temps. Mais ce ne fut pas suffisant. Le pouvoir du collier ne pouvait pas arrêter ce qui était déjà en train de se produire. Alors que Li Zhongho tombait, la femme en armure apparut soudainement à ses côtés. Elle lui dit de saisir sa main. Li Zhongho la remercia de l'avoir sauvée, mais elle répondit qu'elle l'avait fait uniquement pour récupérer son poignard. Kim affirma également qu'il avait aidé, mais Li Zhongho était trop concentré sur la femme devant lui pour y prêter attention. Puis, en regardant sur le côté, ils remarquèrent que Jae-Yong était toujours en vie. Les aventuriers furent choqués qu'il ait survécu. Kim regarda aussi avec surprise, réalisant que Jae-Yong avait grimpé en utilisant uniquement son épée. À ce moment-là, le sol commença à s'effondrer à nouveau. Jae-Yong brandit un objet, disant qu'il avait trouvé le jeton du boss que Li Zhongho avait pris plus tôt. Il expliqua qu'il en avait besoin pour prendre le contrôle de sa société, prouvant ainsi à Li Zhongho qu'il avait finalement réussi. Mais avant que quiconque puisse réagir, quelque chose de massif écrasa la tête de Jae-Yong. Li Zhongho leva les yeux, et il vit un squelette géant se dresser au-dessus d'eux. Le système annonça que la mission finale cachée avait commencé. L'objectif était désormais de vaincre ce monstre. Les aventuriers paniquèrent, essayant de s'échapper par le portail. Mais le système les bloqua. Ils ne pouvaient pas partir tant que le boss n'était pas vaincu. En regardant la créature énorme, Kim demanda comment il pouvait bien vaincre quelque chose comme ça. Quelques instants plus tard, le squelette géant invoqua une armée de soldats. Des dizaines de chevaliers noirs apparurent. Ces chevaliers commencèrent immédiatement à massacrer les aventuriers devant eux. Li Zhongho resta figé, incapable de bouger en regardant la scène. Kim était terrifié, voyant comment les chevaliers pouvaient anéantir des groupes entiers d'un seul coup. Bientôt, les chevaliers noirs tournèrent leur attention vers Li Zhongho et son groupe, commençant à avancer. La femme demanda si Li Zhongho avait déjà utilisé sa capacité spéciale. Il admit que sa capacité avait été scellée pendant le combat, et qu'elle était encore en temps de recharge. La femme ne voulait pas d'excuses. Elle lui dit d'arrêter de parler et de simplement éliminer les chevaliers. Li Zhongho demanda si elle pouvait au moins le motiver un peu, mais elle répondit que s'il mourait, elle prendrait simplement son poignard et finirait la mission elle-même. N'ayant pas d'autre choix, Li Zhongho s'avança vers les chevaliers. Il endura plusieurs attaques d'affilée tout en les repoussant. Pendant le combat, il remarqua qu'un des chevaliers s'approchait furtivement par derrière. Li Zhongho se concentra, disant qu'il pouvait maintenant tout voir clairement. Mais le chevalier esquiva sa contre-attaque. Le système avertit alors Li Zhongho qu'il manquait d'énergie et qu'il devrait se reposer. Mais Li Zhongho refusa de s'arrêter. Puis le système confirma que la condition requise avait été remplie. Sa capacité était de nouveau prête à être utilisée. Activant son pouvoir, Li Zhongho chargea en avant.
Cette fois, à chaque coup d'arme, il éliminait les chevaliers noirs d'un seul coup. Avec seulement 3 secondes restantes avant la fin de son invincibilité, Li Zhongwo effectua un dernier mouvement. Il sauta directement sur le boss du donjon, frappant net le crâne. Le système l'informa immédiatement que le boss avait été vaincu, et son niveau augmenta une fois de plus. Kim cria, avertissant Li Zhongwo de faire attention, mais il était déjà trop tard. Li Zhongwo ressentit soudain une douleur aiguë dans le dos. Tournant la tête, confus, il ne comprenait pas qu'il avait attaqué. C'était Jae-Yong, toujours en vie. Jae-Yong avait été ressuscité et visait maintenant à tuer Li Zhongwo. La scène revint au moment où Jae-Yong était tombé dans le cratère. Alors qu'il tombait, Jae-Yong se demandait si c'était vraiment la fin pour lui, reprochant à Li Zhongwo tout ce qui avait mal tourné. Puis, dans l'obscurité, une voix lui parla, lui demandant s'il voulait se venger. Une aura rouge entourait Jae-Yong, lui offrant du pouvoir en échange de sa vie. Une fenêtre système rouge apparut devant Jae-Yong, lui demandant s'il voulait accepter un contrat. Avec un sourire malicieux, Jae-Yong s'avança, disant qu'il était facile de renoncer à être humain. De retour au présent, le système informa Li Zhongwo qu'une nouvelle mission avait commencé. Son objectif était désormais de vaincre Jae-Yong, qui avait abandonné son humanité pour devenir un monstre. Li Zhongwo fut choqué qu'une personne puisse réellement se transformer en un tel monstre. Kim se précipita vers Jae-Yong, disant à Li Zhongwo de partir d'ici. Mais d'un seul coup de poing, Kim fut projeté au sol. Sa barre de vie tomba instantanément à zéro. La femme en armure dit à Li Zhongwo de rester en arrière pendant qu'elle se soignait. Elle chargea Jae-Yong, mais son attaque n'eut aucun effet. D'un seul coup, Jae-Yong la projeta au loin. Sa santé tomba également à zéro. Alors qu'elle gisait là, Jae-Yong s'approcha, prêt à l'achever. Mais Li Zhongwo utilisa sa capacité pour l'atteindre juste à temps. Il lui dit que risquer sa vie pour elle était probablement insensé, mais qu'il ne pouvait pas ignorer quelqu'un qui l'avait déjà sauvé. Elle répondit que même si Li Zhongwo mourait, elle pourrait simplement prendre son poignard et conclure un contrat elle-même, mais elle insista sur le fait qu'elle devait survivre et gagner. Li Zhongwo savait qu'avec sa santé faible et ses capacités limitées, même un seul coup de Jae-Yong pouvait être fatal. Il décida qu'il devait trouver un point faible et mettre fin au combat rapidement. Il avança vers Jae-Yong en frappant, mais Jae-Yong bloqua l'attaque. Li Zhongwo fut stupéfait car la vitesse de Jae-Yong semblait irréelle, comme s'il combattait une machine. Jae-Yong porta un coup puissant avec son genou, faisant tomber Li Zhongwo. Li Zhongwo parvint de justesse à éviter la prochaine attaque en reculant. Soudain, une lumière apparut à côté de lui. Li Zhongwo réalisa trop tard qu'il s'agissait d'une attaque magique. Le système l'informa que sa santé était tombée à zéro. Toutes ses statistiques avaient désormais disparu. Allongé sur le sol, Li Zhongwo se demanda si c'était cela que les gens appelaient une invitation en enfer. Tout avait mal tourné. Pendant un instant, il se demanda s'il ne devrait pas simplement abandonner d'être chasseur. Mais il ne pouvait pas lâcher prise aussi facilement. Soudain, Jae-Yong apparut devant lui, laissant Li Zhongwo confus. Il se demanda si ce n'était qu'une illusion. Jae-Yong se prépara à attaquer, mais Li Zhongwo réagit en frappant avec son épée. Son arme se brisa. Jae-Yong tenta de frapper à nouveau. Mais Li Zhongwo esquiva et transperça le corps de Jae-Yong. Le système confirma que Li Zhongwo avait vaincu Jae-Yong. La mission était officiellement terminée. Épuisé, Li Zhongwo s'effondra au sol. À ce moment-là, la pluie commença à tomber. La bataille était terminée, mais d'innombrables vies avaient été perdues pour quelque chose d'aussi insignifiant. Puis, d'un endroit proche, une voix d'homme demanda à Li Zhongwo s'il pensait vraiment être mort. Une autre voix s'interrogea sur le fait qu'il restait encore des monstres. Soudain, Li Zhongwo réalisa qu'il voyait les choses du point de vue d'une autre personne. C'était comme s'il était à l'intérieur du corps de quelqu'un d'autre. Il dit à voix haute qu'il y avait trop de morts. Li Zhongwo se demanda s'il avait été possédé par cet inconnu. La voix continua en disant que si tout le monde avait reçu une compétence, un tel massacre aurait pu être évité. Il trouvait injuste que seules certaines personnes puissent recevoir des runes. Un autre homme interrompit en lui disant d'arrêter de se plaindre. Au lieu d'offrir des paroles inutiles, il devrait se concentrer sur la chasse aux monstres ou trouver la pierre originelle qui pourrait restaurer le monde tel qu'il était. L'intervenant se présenta comme le premier humain à avoir vu cette pierre. Soudain, Li Zhongwo se réveilla. Tout n'avait été qu'un rêve. En regardant autour de lui, il se retrouva dans une maison luxueuse. Il était confus, pensant ne connaître personne de riche. Il se demanda où il se trouvait. En ouvrant une porte, Li Zhongwo fut émerveillé par la grandeur du lieu. Puis, il remarqua une autre porte et se demanda ce qu'elle cachait. Lorsqu'il toucha la poignée, le système le prévint qu'un piège venait d'être activé. Un instant plus tard, Li Zhongwo fut électrocuté et paralysé temporairement. Le système l'informa qu'il avait subi une puissante décharge électrique.
La femme en armure apparut et lui dit que parmi toutes les pièces, celle-ci était piégée. Li Jongho s'irrita, pensant qu'elle aurait au moins pu le prévenir. Puis, un homme entra dans la pièce en disant que Li Jongho était une personne intéressante. En le regardant, Li Jongho vit que l'homme était de niveau 871. Reconnaissant son visage, Li Jongho se souvint que c'était le même homme de son rêve. Plus tard, ils s'assirent tous les trois pour discuter. Li Jongho demanda si le chef de guilde de Manga avait réglé la situation. Il pensa que Manga était l'une des guildes majeures, donc il trouvait suspect qu'il soutienne un chasseur de trésors. Li Jongho demanda des nouvelles de son ami. L'homme répondit que son ami n'était pas en danger et se remettait à l'hôpital. Li Jongho voulut savoir pourquoi l'homme l'avait aidé en premier lieu. En réponse, l'homme prit le poignard de Li Jongho en disant que c'était à cause de cette arme. La femme avait dit à l'homme que si Li Jongho pouvait vendre le poignard, il le ferait probablement. Mais l'homme demanda pourquoi Li Jongho penserait même à le vendre. Avec un tel poignard, il pourrait devenir le plus grand chasseur du monde, même un héros. Mais Li Jongho n'était pas intéressé par la célébrité. Il expliqua qu'il avait grandi dans la pauvreté. Ce qu'il voulait vraiment, c'était vivre dans une belle maison avec sa famille et profiter d'une vie paisible. L'homme suggéra alors de conclure un marché pour le poignard. Li Jongho demanda comment cela fonctionnerait, puisque lui seul pouvait utiliser l'arme. L'homme répondit qu'il y avait un moyen. Il pourrait être utilisé dans un endroit appelé la Terre perdue. Cela laissa Li Jongho perplexe. La Terre perdue se trouvait près de la zone Noron en Corée, une région envahie par des monstres à cause de failles dimensionnelles. Li Jongho souligna que même des chasseurs légendaires y étaient morts. Il demanda si c'était vraiment sûr. L'homme le rassura en disant qu'il trouverait une route sûre. À ce moment-là, la femme proposa 100 milliards pour acheter le poignard, choquant Li Jongho avec une somme aussi énorme. Il demanda pourquoi elle était si intéressée, disant que n'importe quel chasseur de haut niveau pourrait posséder un objet mythique comme celui-ci. L'homme répondit qu'il ne pouvait pas révéler la raison complète. Mais la femme décida de lui dire quand même, le prévenant que s'il acceptait d'écouter, il devrait en assumer les conséquences. Elle révéla que le poignard avait appartenu à son frère, le premier chasseur du cataclysme, nommé Han Seongjin. Peu de temps après, Li Jongho réalisa que le nom qu'il venait d'entendre correspondait à celui de son rêve. C'était la première fois qu'il entendait parler d'un premier chasseur du cataclysme. L'homme expliqua que cette information était strictement contrôlée. Chercher à en savoir plus pourrait non seulement mettre Li Jongho en danger, mais aussi compromettre la sécurité de sa famille. Le bureau de gestion, qui détenait la plus haute autorité du pays, était impliqué. Li Jongho demanda s'il pouvait au moins voir une photo, curieux de savoir à quoi ressemblait l'ancien propriétaire de son poignard. L'homme dit qu'il avait une photo, mais qu'il aurait besoin de la permission de Seyon. Seyon accepta immédiatement et montra la photo à Li Jongho. Li Jongho la remercia puis demanda ce qui se passerait s'il choisissait de ne pas remettre le poignard. En réponse, l'homme révéla un autre poignard, surprenant Li Jongho. Réalisant que les choses pouvaient devenir sérieuses, Li Jongho dit qu'il ne voulait pas d'ennui et accepta de remettre le poignard. L'homme dit à Li Jongho qu'il avait pris une sage décision et présenta un contrat avancé. En parcourant le contrat, Li Jongho trouva qu'il semblait impressionnant. Seyon expliqua qu'il était nécessaire de protéger le poignard. Elle souligna que le bureau de gestion était désespéré de retrouver les objets de son frère, et que s'ils apprenaient que Li Jongho en était le propriétaire actuel, il arrêterait malgré tout accord. En termes simples, Li Jongho devait attendre que le poignard lui soit officiellement transféré. En lisant plus loin, Li Jongho remarqua une règle numérotée 4. Il demanda ce que cela signifiait car elle disait que s'il mourait, l'avance serait reprise. Seyon répondit que cette clause était là parce qu'elle ne lui faisait pas entièrement confiance. Li Jongho se sentit frustré, se demandant si elle pensait qu'il ne s'intéressait qu'à l'argent. L'homme interrompit leur dispute, visiblement agacé, et il brisa la table en deux avec son épée. Il leur dit à tous les deux d'écouter. Sa suggestion était simple, le mariage réglerait tout. En se mariant, Seyon obtiendrait le contrôle légal qu'elle voulait, et Li Jongho recevrait son paiement. Avec un regard étrange, Li Jongho pensa que se marier avec quelqu'un d'aussi belle que Seyon ressemblait à quelque chose sorti d'un film. Même s'il n'était pas entièrement enthousiaste, il admit qu'il n'y avait pas beaucoup de choix. L'homme lui répéta que c'était une décision intelligente. Il mentionna que lorsque Li Jongho avait dit qu'il avait vaincu Jae-yong, Seyon semblait émotionnellement touché. En entendant cela, Seyon se mit en colère et pointa son épée vers les deux hommes. Plus tard, Li Jongho et Seyon signèrent le contrat. Seyon fut surprise lorsqu'elle vérifia les statistiques de Li Jongho. Elles étaient inférieures aux siennes. Alors elle demanda comment il avait réussi à vaincre Jae-yong. Lee Jianwo répondit honnêtement. Il dit qu'il ne savait pas vraiment. Comme il avait expliqué auparavant, un fil était apparu devant ses yeux, et il l'avait simplement suivi.
Seiyan dit qu'elle n'avait jamais entendu parler de quelque chose comme ça auparavant, mais qu'il y avait des problèmes plus importants. Elle mentionna que lorsqu'ils avaient vaincu le boss du donjon, aucun objet n'était tombé. Cela signifiait qu'ils devraient retourner dans ce donjon. Li Zhongho demanda si cela serait dangereux, surtout puisque le bureau de gestion pourrait déjà enquêter dans la zone. Seiyan demanda pourquoi il la suivait en premier lieu, laissant Li Zhongho confus. Elle lui dit de rester dans la pièce et de s'occuper du ménage à la place. S'il ne voulait pas que le paiement soit retardé, il devait garder les apparences. À ce moment-là, Li Zhongho attrapa un aspirateur, disant qu'il voulait essayer de l'utiliser. Après le départ de Seiyan, il admit pour lui-même que les choses devenaient assez ennuyeuses. Pendant ce temps, Seiyan réfléchissait aussi à leur arrangement. Même s'ils avaient signé le contrat, elle craignait que Li Zhongho ne coopère pas. L'homme la rassura, disant qu'il n'y avait pas besoin de se précipiter. Ils attendraient de voir comment les choses évolueraient. De retour dans sa chambre, Li Zhongho alluma la télévision. Les informations rapportaient que 20 chasseurs avaient disparu dans un donjon classé D, et que le seul survivant était un chasseur nommé Kim Min-suk, qui était maintenant dans un état critique et toujours inconscient. Li Zhongho fut choqué. Kim Min-suk était son ami. Plus tard dans la nuit, Li Zhongho essaya d'appeler Seiyan, mais son téléphone était hors de portée. Cela le rendit anxieux, car cela faisait déjà 3 heures. Il se demanda s'ils étaient encore à l'intérieur du donjon. Comme il ne pouvait pas attendre éternellement, il décida qu'il valait mieux qu'il aille voir Kim puis qu'il revienne. Lorsqu'il arriva près de l'hôpital, il vit des journalistes se disputer avec des agents de sécurité. Li Zhongho se cacha à proximité, écoutant. Il reconnut le nom de l'un des hommes, l'une des personnes qu'il avait examinées auparavant. Il pensa que ce serait risqué de les revoir. Li Zhongho réalisa aussi qu'il ne serait qu'une question de temps avant que les gens découvrent les inconvénients de son statut de débutant. Mais même ainsi, il ne pouvait pas abandonner Kim. Un instant plus tard, Li Zhongho envoya un message à Seiyan. Il lui dit qu'il était devant l'hôpital de Kim et qu'il prévoyait de s'y faufiler pour vérifier son état. Li Zhongho activa son pouvoir d'invisibilité, pensant qu'il devait faire attention à ne pas se faire attraper. Se déplaçant silencieusement, il passa devant les gardes sans être remarqué. Le système le notifia qu'il lui restait un total de 8 minutes avant que son pouvoir ne se désactive. En avançant, Li Zhongho écouta 2 hommes parler. Ils mentionnèrent que lorsqu'ils étaient allés vérifier Kim, il avait disparu. L'un d'eux demanda pourquoi leur patron était tellement obsédé par Kim, mais l'autre dit que c'était confidentiel et lui ordonna de ne pas en parler. Ils reçurent l'ordre de vérifier la chambre numéro 4 dans la section VIP. Li Zhongho pensa qu'utiliser les journalistes comme distraction l'aiderait à passer la sécurité. Il commença à suivre un des journalistes. Un peu plus tard, un journaliste heurta accidentellement un garde. Le garde lui dit que la zone était restreinte, mais le journaliste insista en disant qu'il voulait seulement vérifier l'état de Kim. Pourtant, il fut empêché d'entrer. Pendant que les gardes écartèrent le journaliste, Li Zhongho se glissa discrètement. En regardant autour de lui, il remarqua que cette zone avait moins de sécurité comparée à d'autres parties de l'hôpital. Il n'y avait même pas d'infirmière à proximité. Le système informa Li Zhongho qu'il ne restait plus que 5 minutes avant que son pouvoir ne se désactive. Il commença donc à se déplacer plus vite, cherchant la chambre de Kim. Lorsqu'il vit une porte lumineuse, il se demanda si c'était comme le piège de la maison de Seiyan. Soudain, quelqu'un appela son nom. C'était Kim, qui demanda à Li Zhongho de le suivre. Alors que Li Zhongho touchait la poignée de la porte, le système le prévint qu'un piège avait été détecté. Ils entrèrent dans une pièce. Kim expliqua que c'était sa prison personnelle, laissant Li Zhongho perplexe. Il demanda qui avait installé le piège. Kim expliqua que c'était Jung Sun, qu'il avait installé parce qu'il croyait que des assassins pourraient revenir pour lui après la mort de Jae-yong. Li Zhongho demanda s'il pensait vraiment que Jae-yong avait été assassiné. Kim répondit qu'il avait fait semblant de ne rien se souvenir, mais ils étaient sûrs qu'il s'agissait d'un assassinat. Ils avaient même utilisé des sorts de pistage dans le donjon. Kim avertit Li Zhongho que l'utilisation constante de son pouvoir épuiserait son énergie. Ne voyant personne d'autre aux alentours, Li Zhongho désactiva son pouvoir et demanda comment Kim savait qu'il viendrait. Kim expliqua qu'il avait observé la fenêtre, s'attendant à ce que Li Zhongho arrive à cause d'un certain objet. Kim lui montra une sphère violette. Il dit qu'elle était tombée après la mort de Jae-yong et demanda si elle était importante. Li Zhongho reconnut l'objet comme la récompense dont Seiyan avait parlé auparavant et remercia Kim. Kim demanda si Li Zhongho devait se cacher à cet endroit, mais Li Zhongho répondit que cela semblait être la seule option sûre pour le moment. Lee Jeong-woo ramassa la espere. Le système l'identifia comme une orbe de mémoire, contenant les souvenirs du premier chasseur. Le système lui ordonna de placer l'orbe à l'intérieur d'un portail de donjon dans un délai de 10 heures. S'il échouait, la récompense disparaîtrait. Kim vit le compte à rebours sur l'orbe et demanda ce que signifiaient les chiffres,
mais Lee Jong-ho répondit qu'il ne savait pas. À ce moment-là, des pas se firent entendre. Kim dit à Lee Jong-ho de se cacher à nouveau. Lee Jong-ho activa sa compétence d'invisibilité. Jung entra dans la pièce, demandant pourquoi Kim s'était déplacé dans une autre chambre. Kim trouva une excuse, disant qu'il s'était trompé en commandant des boissons pour les agents parce que les chambres d'hôpital se ressemblaient. Jung demanda si Kim attendait quelqu'un. Kimnia. Mais alors Jung remarqua l'orbe flottante près de Kim. Curieux, il demanda ce que c'était et dégaina immédiatement son épée, prêt à la frapper. À l'extérieur de l'hôpital, les journalistes étaient toujours rassemblés. Leur chef demanda si quelqu'un avait trouvé Kim, mais l'un d'eux répondit que les agents avaient bloqué l'accès à la section VIP. Soudain, une fenêtre de l'hôpital se brisa, et quelque chose tomba sur une voiture garée en dessous. Les journalistes tournèrent rapidement leur attention vers l'objet, se demandant s'il pouvait s'agir d'un monstre. Mais en regardant de plus près, ils virent que ce n'était qu'une orbe violette. Juste après cela, Jung descendit de l'hôpital, se dirigeant directement vers l'orbe. Au milieu de l'agitation, le journaliste dit à son collègue de le suivre. Mais en jetant un coup d'œil sur le côté, son ami avait déjà disparu. L'ami était déjà dans une voiture, lui criant de monter rapidement. À l'intérieur du véhicule, les deux hommes virent Jung poursuivre Lee Jong-ho. L'un d'eux attrapa sa caméra, prêt à prendre une photo. En voyant l'image à travers l'objectif, il se demanda ce que cette orbe pouvait vraiment être car elle se déplaçait très vite. Pendant ce temps, Lee Jong-ho continuait d'esquiver Jung, se déplaçant dans les rues. Le journaliste accéléra, déterminé à ne pas les perdre de vue. Remarquant que l'orbe était entrée dans une ruelle, le journaliste y vit sa chance. Il dirigea la voiture vers Lee Jong-ho, essayant de le renverser. Au même moment, Jung se précipita aussi vers l'orbe. Mais Lee Jong-ho traversa le mur, disparaissant alors qu'une explosion éclata. La camionnette se renversa sous la force de l'explosion. À l'intérieur de la camionnette accidentée, le journaliste demanda si son chef était toujours en vie. Son chef vérifia la caméra et confirma qu'elle n'était pas endommagée. Voyant le portail qui s'était ouvert juste devant eux, ils se demandèrent où Lee Jong-ho était allé. Il avait détruit leur camionnette et s'était échappé. Cependant, en regardant la photo qu'ils venaient de prendre, ils remarquèrent quelque chose d'étrange. Il y avait un chasseur tenant l'orbe, et son statut indiquait qu'il n'était que de niveau 1. À l'intérieur du portail, Lee Jong-ho attendait tranquillement. Le système l'informa que l'entrée dans le portail avait réussi. En regardant autour de lui, Lee Jong-ho réalisa qu'il se tenait sur le toit d'un gratte-ciel. Puis une silhouette inconnue lui parla. C'était la même personne que Lee Jong-ho avait rencontré au début, l'homme qui s'était présenté comme le manager. L'homme dit qu'il attendait Lee Jong-ho et mentionna que ce dernier devait être venu pour récupérer des objets à nouveau. Il ajouta que la cupidité humaine n'avait vraiment pas de fin. Quand Lee Jong-ho vit l'homme devant lui, celui-ci demanda pourquoi il avait l'air si surpris. Lee Jong-ho s'interrogea sur la normalité de cette situation. Mais l'homme se contenta de dire qu'ils étaient sur une plage, alors autant en profiter. Il demanda si Lee Jong-ho n'aimait pas l'endroit, mentionnant qu'il avait même apporté une récompense et qu'il pouvait partir si Lee Jong-ho préférait. En regardant de plus près, Lee Jong-ho remarqua que l'homme ressemblait à Seong-jin et demanda son nom. L'homme répondit qu'il n'avait pas de nom et qu'il était juste le manager, donc Lee Jong-ho pouvait l'appeler comme il voulait. Le manager dit que la récompense était prête et qu'il était temps pour Lee Jong-ho de partir. Mais cette soi-disant récompense se révéla n'être qu'une seule question que Lee Jong-ho pouvait poser. Se sentant trompé, Lee Jong-ho devint frustré, traitant l'homme de voleur. Alors que leur dispute s'amplifiait, le manager expliqua calmement que cet endroit avait commencé sans aucune explication claire et que Lee Jong-ho devait en tenir compte. Lee Jong-ho ne comprenait pas ce que cela signifiait. Soudain, le manager lui injecta quelque chose, lui disant de ne pas s'inquiéter car c'était juste un élixir nécessaire à cause des limites de l'objet de Lee Jong-ho. Après cela, le manager projeta Lee Jong-ho en arrière, le faisant commencer à tomber du ciel. Alors qu'il tombait, Lee Jong-ho se sentit somnole. Un peu plus tard, une voix d'homme appela Lee Jong-ho pour qu'il se réveille. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il réalisa qu'il était dans le corps de quelqu'un d'autre. L'homme devant lui demanda ce qui s'était passé, se demandant si Lee Jong-ho avait été assommé par un monstre. Lee Jong-ho reconnut l'homme comme Treman et réalisa qu'il vivait les souvenirs de Sang-jin. Il demanda à Treman d'attendre un moment car tout se passait si vite. En regardant autour de lui, Lee Jong-ho remarqua le même monstre du donjon qu'il avait vu auparavant. Il avait pensé qu'il n'existait que dans ce donjon. Équipant son poignard, il se précipita vers la créature. Mais juste au moment où il frappait, le monstre disparut. Lee Jong-ho était confus. Il pensait l'avoir touché. Treman expliqua que le monstre était immunisé contre les attaques physiques et même contre les capacités imprégnées de magie. Sa seule faiblesse était sa tête.
Treman doutait que cette information soit utile, mais Li Jongho croyait qu'il y avait toujours une part de vérité à trouver dans les méthodes conventionnelles. Treman demanda alors comment Li Jongho comptait atteindre la tête du monstre. Li Jongho répondit qu'il avait seulement besoin d'une rune. Treman fit remarquer qu'il n'y avait plus de slots de runes disponibles. Mais Li Jongho précisa qu'il ne serait pas celui qui utiliserait la rune. Treman pensa qu'il agissait imprudemment et lui dit de regarder du côté de l'équipe défensive. En observant le combat, Li Jongho aperçut un enfant qui se battait contre un monstre. Quand le monstre s'apprêtait à frapper le garçon, Li Jongho intervint et le sauva. Il demanda à l'enfant s'il était celui qui portait la rune volante. Le garçon confirma et demanda si Li Jongho voulait la rune. Mais Li Jongho dit non. C'était en fait le garçon qui allait le conduire jusqu'à la tête du monstre. L'enfant prévint que ce serait très difficile car son mana pouvait s'épuiser rapidement. Li Jongho dit au garçon de l'emmener aussi loin qu'il le pourrait, et il s'occuperait du reste. Face au monstre géant, le garçon commença à avancer vers lui en utilisant la rune volante. Quand le garçon dit qu'il ne pouvait plus aller plus loin, Li Jongho le remercia, se préparant à prendre le relais. Li Jongho se dirigea vers la pierre incrustée dans la couronne du monstre, se concentrant dessus. Utilisant son poignard, il frappa la pierre, la brisant complètement. À ce moment-là, le squelette géant explosa en morceaux. Li Jongho se sentit soulagé et fier, sachant qu'il avait eu raison de penser que le point faible était la tête. Mais presque immédiatement, il réalisa qu'il tombait maintenant dans les airs. Il sortit rapidement un objet de son inventaire, essayant d'amortir sa chute. Mais ce ne fut pas suffisant pour ralentir sa descente en toute sécurité. Devenu désespéré, Li Jongho se demanda si c'était vraiment la fin pour lui. Juste à ce moment, le même petit garçon apparut de nouveau, tendant la main. Li Jongho la saisit, et le garçon réussit à le sauver juste à temps. Li Jongho le remercia. Mais avant qu'il ne puisse dire autre chose, il sentit qu'il revenait à la réalité. En ouvrant les yeux, Li Jongho réalisa qu'il tombait encore, cette fois depuis un bâtiment élevé. Réagissant rapidement, il sortit un autre objet de son inventaire. Cette fois, il acquit une nouvelle capacité. Une paire d'ailes apparut dans son dos. Volant dans le ciel, Li Jongho fut choqué d'avoir réellement survécu. Cependant, le système le notifia que son mana était épuisé. Sans assez d'énergie, ses capacités cessèrent de fonctionner. Il s'écrasa violemment au sol. En regardant sur le côté, il vit cet homme debout là. Il essaya immédiatement de l'attraper. Mais l'homme le traversa comme un fantôme. L'homme répéta que cet endroit n'avait pas d'explication claire, comme il l'avait déjà dit. Li Jongho demanda si pousser quelqu'un d'un bâtiment comptait comme un comportement normal. L'homme admit que ce n'était pas nécessaire, mais qu'il avait été offensé quand Li Jongho l'avait traité de voleur. Li Jongho demanda si l'homme avait un nom préféré. L'homme dit qu'il avait toujours aimé les noms étrangers et demanda à être appelé Torino. Il proposa de répondre à 2 questions supplémentaires rien que pour Li Jongho. La première question de Li Jongho fut s'il y avait un moyen de quitter cet endroit. Torino expliqua que des boîtes allaient bientôt tomber du ciel. L'une d'elles contiendrait une clé nécessaire pour ouvrir le portail d'évasion. Li Jongho trouva que cela ressemblait à une chasse au trésor. Il demanda si ses ailes disparaîtraient une fois l'effet de l'élixir terminé. Torino lui dit non, les ailes étaient une récompense et seraient automatiquement stockées dans son inventaire une fois le temps écoulé. Pour sa question suivante, Li Jongho demanda si les objets liés par contrat pouvaient être transmis à une autre personne. Pour sa dernière question, Li Jongho demanda s'il y avait un moyen de transférer spécifiquement des objets d'ensemble. Torino sembla légèrement déçu, devinant que Li Jongho pensait vendre son poignard. Il répondit que c'était au choix de Li Jongho. Pour sa dernière question, Li Jongho demanda s'il y avait un moyen de transférer spécifiquement des objets d'ensemble. Torino admit qu'il ne connaissait pas la réponse. Il expliqua qu'il ne gérait que les pièces cachées. Mais il ajouta que si Li Jongho collectionnait tous les objets d'ensemble, quelque chose de spécial pourrait se produire. Cela rendit Li Jongho encore plus curieux. Torino mentionna ensuite qu'un designer pouvait dissoudre un contrat d'âme lié aux objets. Li Jongho demanda si ce designer pouvait être quelqu'un appelé Han Seongjin. Torino répondit peut-être. Si Li Jongho était curieux, il devrait essayer de collecter les objets d'ensemble et le découvrir par lui-même. Une fois les questions terminées, Torino dit qu'ils allaient commencer. Le système informa alors Li Jongho que le tutoriel allait commencer. Sa mission était de trouver la clé cachée et de s'échapper du donjon. À ce moment-là, des boîtes commencèrent à tomber d'un avion au-dessus. Li Jongho utilisa ses ailes renforcées par l'élixir pour voler vers les boîtes tombantes, prêt à poursuivre son défi. Si tu as aimé ce résumé, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains recaps de Manhwa.